Bien bonjour, vous êtes sur le groupe Défendre les enfants sur Facebook et nous sommes le 10 mars 2024 et je reçois aujourd'hui Gaël Cosmenier qui est la tête de liste de Défendre les enfants et nous nous présentons avec 80 autres candidats aux européennes qui auront lieu le 9 juin. Donc, on va faire aujourd'hui, c'est Gaël, un peu seul, qui va représenter le programme. Alors, on était en train de discuter de petits points. On parlait justement de la manière dont ça se passe dans les tribunaux et on pense à des idées où il faudrait se montrer un petit peu plus humain et puis peut-être d'autres rappels de points de programme. Donc, voilà. Pendant ce temps-là, si vous nous rejoignez, ce serait bien de partager pour qu'il y ait du monde et qu'il y ait de la participation. Allez, je te laisse la parole, Gaël. Eh bien, déjà, bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, on va présenter une liste avec 82 candidates et candidats pour les élections européennes du 9 janvier 2024. Et dans cet objectif, naturellement, pour la liste Défendre les enfants, on a mis en place un programme, on a élaboré un programme. De temps en temps, on améliore des nuances, voilà, des manières de présenter les choses pour être plus précis dans les termes. Mais en tout état de cause, le programme est déjà établi et il est en ligne sur le site défendre-les-enfants.org ou .eu. Et vous pouvez consulter directement, ça vous renverra donc vers le site de l'association droit du parent et de l'enfant, vous pourrez le consulter. Donc, il faut aller dans l'onglet européenne et vous avez le programme directement qui est accessible via le menu européenne 2024. Donc, pour revenir justement au contenu du programme lui-même, lors du direct de vendredi, on a beaucoup parlé de tout ce qui était l'emprise, l'aliénation, les mécanismes qui étaient en jeu, les problématiques aussi un peu sociétales. Donc, vraiment sur une analyse qui reposait sur la psychologie, essentiellement, et puis aussi des analyses plus personnelles pour certaines personnes et intervenants. Et je remercie ces personnes pour leur participation à ce direct. Aujourd'hui, on va davantage parler donc du programme lui-même, c'est-à-dire face à ces problématiques, comment envisager des solutions pour améliorer la situation des enfants, des jeunes enfants, dans les situations de séparation qui se passent mal. Alors déjà, première chose, ne voyons pas le monde en noir. La majorité des séparations se passent bien. Et d'ailleurs, elles ne sont pas judiciarisées. Bien souvent, la mère et le père se séparent en de bons termes et trouvent une solution à l'amiable pour la garde des enfants. Les séparations qui arrivent devant la justice, ce sont déjà des séparations qui, par nature, se passent moins bien. Et parmi ces séparations, on pourrait dire qu'il y a deux grands types. Il y a les séparations qui se passent moins bien parce que, avant, les deux conjoints se parlaient tous les jours. Puis du jour au lendemain, on se parle plus, on se parle moins, on se comprend moins aussi du coup. Et du coup, se met en place une situation qui devient complexe à gérer et qui, du fait de la volonté de chacun, est judiciarisée, devient judiciarisée. Ce qu'on pourrait éviter par les médiations, par exemple, avec la médiation préalable, qui est, je pense, une très bonne chose. Et puis, il y a aussi d'autres situations où, en fait, ce n'est pas une question de communication, c'est qu'il y a au moins un des parents qui est dans une manipulation, une stratégie, voilà, de nuisance, d'emprise. Et là, malheureusement, on est contraint à la judiciarisation et le parent exclu, que ce soit la mère ou que ce soit le père, surtout contraint de suivre judiciairement les pérégrinations toxiques de son ex-conjoint. Donc, l'idée, par rapport à tous ces types de situations, c'est de trouver des solutions pour que le système, j'ai envie de dire, socio-législatif ou socio-judiciaire, puisqu'il ne faut pas obliger du côté sociologique de la justice, comment faire pour que ce système fonctionne mieux et quels points on pourrait améliorer. Donc, sur la base des expériences de chacune des personnes qui connaissent de telles situations, qui ont vu le lien perdu avec leur enfant ou détérioré, nous avons élaboré plusieurs idées, plusieurs plans, et bien entendu, ce sont pour certains points des choses très abouties, pour d'autres plus des idées, une réflexion, et nous les présentons donc comme telles dans le programme.
Ça pour dire que voilà, s'il y a des réactions ou des idées que vous voulez apporter ou partager, c'est bienvenu. Donc, naturellement, ce sont des... Oui. Oui, tu avais une discussion avec quelqu'un qui disait il faudrait changer quelques termes pour que ce soit moins violent, disons, je dirais que il faudrait éviter justement qu'on condamne un des parents, mais qu'on soit plutôt d'être dans l'obligation de faire respecter un Alors, jugement tout à fait. Tout à fait. Hmm. Effectivement, je viens de discuter avec un des candidats de la liste et ce candidat, et c'est pas la première fois d'ailleurs que j'entends cette plainte finalement, me disait j'ai été condamné. J'ai été condamné à quoi? Eh ben, à voir mes enfants de telle heure à telle heure, voilà. Et puis parfois pour certains à verser une pension. Quoi? C'est une condamnation d'organiser le mode de garde des enfants. Ben quelque part non, voilà. Et en plus, quand on est confronté à des personnes, à des parents qui peuvent avoir un comportement toxique, ça peut être utilisé par ce parent pour montrer la décision à l'enfant et dire regarde, maman ou papa a été condamné en justice. Voilà, c'est une preuve. Voilà. Surtout que les parents manipulateurs ou qui exercent une emprise dans le cadre de l'aliénation parentale ont tendance à placer l'enfant en tant qu'adulte et à lui faire lire toutes les décisions, voilà, à l'impliquer comme s'il était lui-même adulte, ce qui est très toxique. Donc l'idée, c'est de dire que plutôt que les tribunaux écrivent dans leurs décisions, nous condamnons madame nous condamnons monsieur de dire eh bien ou madame et madame ou monsieur et monsieur dans les couples non hétéros, plutôt que de dire ça, dire simplement le tribunal par sa décision fait obligation aux parties à deux points concernant la première partie, concernant la deuxième partie. Voilà. Donc, ce n'est pas une condamnation, c'est une décision judiciaire qui s'applique et qui s'applique, voilà, en respect de chacun, sans avoir une condamnation de chacun, comme si personne n'a commis de faute. Je veux dire, c'est ça le principal. Et cette nuance sur les termes, elle est importante. Je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps, sur des affaires, par exemple, judiciaires qui pouvaient toucher des personnels politiques, le terme a été modifié parce qu'avant, les personnes étaient inculpées. Et dans la racine de inculpé, il y a la culpabilité. Voilà. Et donc, du coup, la question s'est posée de comment modifier ce terme. Et maintenant, les gens ne sont plus inculpés, ils sont mis en examen. Et d'ailleurs, le terme est très très bien choisi puisque, effectivement, il y a une présomption d'innocence et pour autant, il y a une enquête qui est en cours et donc il y a bien un examen qui est fait du comportement ou des actions de la personne concernée. Donc, ce débat sur les termes a un sens, a une importance, et je pense que pour la justice familiale, cette modification pourrait être intéressante. C'est un point sur lequel on est en train de réfléchir actuellement, et je pense que c'est intéressant de le soulever. Merci Luc pour cela. Concernant les points qui sont actuellement déjà dans le programme, donc déjà c'est une élection européenne, donc on a voulu avoir une plus grande coopération entre les États, notamment sur les affaires familiales, pour pouvoir avoir des échanges qui se passent de manière plus respectueuse des droits de l'enfant. Actuellement, les États, même au sein de l'Union européenne, n'ont pas la garantie que si ils accordent, par exemple, du temps dans un autre État de l'Union, que à la fin des contacts prévus avec le parent de cet État, l'enfant puisse revenir de manière normale, avec la coopération pleine et entière de l'État concerné. Donc déjà, peut-être qu'il faudra avoir justement une justice dans laquelle il y aurait des ponts en fait entre les différentes justices pour avoir une coopération et des échanges qui puissent mener à une coopération pleine et entière dans le cadre de l'Union européenne qui réunit tous ces pays. Donc naturellement, une défense, alors c'est vraiment sur le côté des principes, c'est une défense effective et réelle des droits de l'enfant. Les droits de l'enfant sont définis par la Convention internationale des droits de l'enfant, la CIDE, qui a été signée en 1989. Et de ce fait, l'ensemble des droits qui sont définis dans cette convention internationale se doivent d'être appliqués. Et on le voit, il y a des décisions qui sont prises hors ce cadre. C'est-à-dire que normalement, un enfant, notamment les articles 8 et 9, a le droit d'entretenir des liens réguliers et constants avec l'ensemble de sa famille, ses deux parents déjà, et naturellement ses grands-parents, ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines, etc. Et il se trouve que des décisions privent les enfants de ces droits, alors que, comme c'est prévu dans la Convention internationale des droits de l'enfant, naturellement, cette obligation se fait
quand il n'y a pas de danger spécifique pour l'enfant. Et les enfants sont privés de leurs droits alors qu'effectivement, il n'y a aucun danger spécifique pour les enfants. Donc cela pose question et nous demandons naturellement l'application pleine et entière des droits fondamentaux de l'enfant. De la même manière, après on va passer un peu du coq à l'âne parce qu'il y a beaucoup de points dans le programme. Je ne sais pas si on a le temps de tous les étudier, je pense que non, mais je vais en piocher quelques-uns. Voilà. Si on se pose la question de la position du parent, on peut se dire qu'il y aurait besoin d'un soutien réel et effectif à la parentalité. Par exemple, associer pleinement les parents au suivi prénatal. Il y a actuellement le livret des parents, qui est le livret qui a été mis en place au moment de la naissance, et nous considérons qu'il serait intéressant de compléter ce livret par des informations sur les droits et obligations, surtout des parents, lorsqu'il y a une séparation. Donc déjà, c'est faire de la prévention, c'est aborder ces thèmes, aborder ces sujets et informer les parents de leurs obligations en tant que parents. De la même manière, dans le cadre de l'égalité parentale, qui est consacrée par la loi, alors j'aurais une personne qui répond envoyer la plaquette au service des départements, des tribunaux, AEMO, CMP, CIAS, aux écoles, à tout le monde. Oui, ce serait une très bonne idée. Voilà. Alors en plus après, il y a peut-être moyen effectivement de retrouver les mails de ces institutions et de leur envoyer. Voilà. Ce qui évitera des frais supplémentaires. Mais tout à fait, oui. La plaquette est importante et même on pourrait envoyer même le programme, voilà. Enfin, et inviter ces institutions à l'échange. Dans les interventions qu'on peut avoir avec les services sociaux, avec les écoles, etc., j'ai l'impression qu'on passe vraiment du coq à l'âne. Hein. C'est-à-dire que on a des services qui sont à l'écoute, qui sont intéressés, qui ont des compétences, et puis il y a d'autres services qui sont pas du tout à l'écoute, qui sont dans la toute puissance et qui sont en fait en roue libre et qui utilisent même le fait que des associations soient intervenues pour essayer de discréditer une des parties. Vous venez pour discuter et après on dit un des parents a essayé de faire pression sur le service en utilisant des associations. On a essayé de discuter, on a apporté une opinion, une analyse sur les situations des enfants dans les cas qu'on était amené à évoquer. Et puis on a apporté aussi des références bibliographiques pour dire sur quoi reposer nos analyses. Bon, il se trouve que le service, à ce moment-là, je pense à un dossier en particulier, le service était dans l'incapacité de nous fournir une référence en retour pour expliquer leurs analyses. Et quelques années après, j'en déduis qu'en fait, il n'y avait pas d'analyse. Voilà. Que ce service gérait de cette manière-là. Voilà. Donc, il y a des disparités énormes entre services et c'est pour le moins problématique. Après, je ne dis pas que c'est un métier... Oui. Ouais. Non, je dis, il y a des questions qui reviennent parce qu'on a fait pas mal de live, mais il y a des sujets qu'on a déjà évoqués, mais je pense que on va rentrer en plein dans la communication maintenant et donc on va être obligé des fois de répéter jusqu'à ce que nos positions passent bien auprès de tous. Donc il va falloir beaucoup partager, il va falloir se faire connaître donc en éditant les plaquettes, en les distribuant à tous les services qui s'occupent de la protection de l'enfance. Et j'ai vu un sujet qui est repassé et je trouve que tu avais très bien répondu et je pense que tu peux le refaire. C'était à propos de l'éducation sexuelle à l'école, au primaire. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu ce que tu as dit dans tes précédents lives, Gaël? Merci. Alors oui, tout ce qui est sur l'éducation sexuelle, naturellement, les enfants ont en fait très rapidement une sexualité. Hein. Alors c'est pas du tout une sexualité naturellement adolescente, hein, mais c'est un rapport au corps qui est là, qui se construit, qui est en devenir. Et ce rapport au corps, il est important de le percevoir et d'aider l'enfant dans ses démarches. C'est-à-dire que je pense que toutes les personnes, les parents, mais aussi les équipes enseignantes, doivent être à disposition des enfants pour les questions qu'ils peuvent être amenés à poser. Et donc, il est important de créer un climat de confiance avec les enfants pour que, effectivement, ils puissent partager leurs questionnements, leurs ressentis, leurs doutes, leurs hésitations. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un enfant, c'est un être sensible, en construction, en devenir. C'est quelque chose de dynamique. On va parler d'infantile en psychologie. Cette construction dynamique, elle n'est pas facile pour l'enfant lui-même. Et parmi toutes les questions qui se posent pour l'enfant, il y en a une foultitude, hein, c'est assez énorme. C'est ça aussi qu'il faut pas oublier, c'est que souvent les adultes ont oublié que grandir c'est difficile. Grandir c'est difficile. Et pour l'enfant c'est très difficile.
Et donc, du coup, toutes ces questions viennent se bousculer dans leur tête. Et la question du rapport au corps, de la sexualité, est aussi présente, ce qu'on appelle l'auto-érotisme est aussi présente. Et il est important, effectivement, qu'il puisse y avoir une sensibilisation et une écoute des enfants à ce sujet, notamment sur tout ce qui touche au consentement, hein, à ce qui est normal ou anormal. Voilà. Et là-dessus, il y a beaucoup, effectivement, je pense, de prévention qui est faite dans les établissements pour justement amener les enfants à pouvoir parler et à pouvoir exprimer ce qui leur arrive, que ce soit quelque chose de normal, quelque chose qui pose problématique, qui pose problème, et qui soit à ce moment-là, qui puisse à ce moment-là, du fait d'une parole libérée, être traité par les personnels adultes qui interviennent pour réagir comme il se doit, faire un signalement, voilà. Donc c'est quelque chose de très important et de constant. Ouais, la liste, on parle beaucoup des cas de séparation et de ce que ça engendre par rapport au lien entre les parents, les enfants, les grands-parents, les cousins, tout ça. Et des fois, on me pose des questions, est-ce que vous allez un petit peu plus loin, genre protéger, puisque la liste s'appelle défendre les enfants, est-ce qu'on cherche à les protéger, par exemple, du harcèlement scolaire, ou est-ce qu'on va essayer de dire, est-ce qu'on pense à leur avenir, c'est-à-dire avoir une planète où il fait bon vivre, des choses comme ça. Est-ce qu'on reste vraiment concentré sur le sujet de la séparation et de toutes les petites violences que ça peut engendrer, ou est-ce qu'on peut penser un petit peu à autre chose qui touche à l'enfance? Alors, je pense en fait, les associations qui participent à la liste Défendre les enfants ont chacune un parcours et une histoire qui leur est propre. Beaucoup de ces associations se sont fondées sur des groupes de parents qui constataient que la séparation avec leur ex-conjoint ou conjointe se passait de manière anormale et que du coup, il y avait des conséquences dramatiques pour les enfants. Donc, c'est un peu ça la base, le terreau qui a fait toutes ces associations. Et c'est davantage la réflexion plus générale qui a amené l'idée de la liste et le fait que, effectivement, on va combattre, vous parliez à l'instant, tu parlais, Luc, du harcèlement scolaire. Bien évidemment, c'est un sujet qui est fondamental. Et sur ce sujet-là aussi, il faut être actif, il faut être dans la proactivité et essayer de faire en sorte que les personnels soient formés, soient vigilants et puissent avoir les bonnes réactions. Et quand je parle des personnels, je ne pense pas que aux enseignants, parce que c'est eux qui sont en première ligne, mais il y a aussi les décisions des chefs d'établissement, des psychologues qui peuvent intervenir, du rectorat quand c'est nécessaire. Et je pense que quand il y a une personne qui est victime de harcèlement, un enfant est une personne déjà en construction, mais déjà un individu, eh bien je pense que il est important de ne pas déplacer la personne qui est victime, mais plutôt de déplacer d'autres personnes, là où les autres personnes. C'est-à-dire que, alors faut gérer en fonction au cas par cas, il n'y a pas de règle générale, mais voilà, quand la solution c'est d'exfiltrer la victime, ça peut être une solution, mais bon, c'est à questionner, c'est à voir aussi peut-être. Après, nous, on combat effectivement tous ces aspects, tout ce qui peut toucher vraiment à la construction personnelle et psychologique de l'enfant. On était évoqué le climat et la vie future. Je pense que ce grand problème, puisqu'on est actuellement confronté effectivement au réchauffement climatique, à la destruction des espaces naturels et à la pollution des espaces naturels, donc 3 fléaux. C'est un fléau qui touche au-delà des enfants. Et donc la liste n'a pas, je pense, vocation à prendre position spécifiquement sur ce sujet, même si je pense, au vu des rapports du GIEC, tout le monde en est convaincu et il faut agir sur ce domaine. Alors, je vois des fois un commentaire en texte, oui. Un commentaire, les enfants à la je te le lis. À la compréhension de soi. Oui, vas-y. Éduquer les enfants à la connaissance biologique, à la compréhension de soi, au consentement, à la protection de soi, dans la pudeur et la réserve, ce n'est pas la même chose que l'exposition à la pornographie et aux choses sales. Est-ce que tu peux réagir un petit peu? Parce que c'est vrai que la pornographie aussi, on va les trouver sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on va s'exprimer sur le sujet? Alors tout à fait, il y a un point d'ailleurs dans le programme, donc protection de l'enfant, les protéger des contenus pour adultes. C'est d'ailleurs plus large, hein, parce que la pornographie, c'est un contenu pour adultes. Mais il y a d'autres contenus pour adultes qui ne sont pas de la pornographie et desquels il faut pourtant également protéger les enfants. Donc,
traitons l'ensemble de la problématique. Il n'y a pas que la pornographie, il y a aussi effectivement tous les contenus pour adultes, avec des contenus qui peuvent être ultra violents, avec des scènes qui sont voilà à proscrire pour les enfants. Donc, sur le point du programme, justement, nous avons indiqué que nous considérons comme fondamentale la protection des enfants, je lis directement le texte, par rapport à la pornographie comme à tout contenu pour adultes. Et donc, nous défendons la mise en place d'un accès Internet enfance-adolescence qui serait limité et adapté à nos enfants, ou à défaut d'un système de confirmation de l'âge anonyme et sans conservation de traces informatiques pour le même résultat. Voilà. Donc, c'est l'idée. Après, on ne se positionne pas sur la solution technique. Il y a sûrement des solutions. Je pense d'ailleurs que c'est un sujet qui est abordé de loin en loin depuis maintenant quelques temps. Et à mon sens, je pense qu'une solution aurait pu déjà être trouvée assez rapidement sans que ça pose problème particulier. Parce que il faut pas oublier, l'idée c'est juste de protéger les enfants de contenus qu'ils peuvent voir à un âge auquel ils ne sont pas préparés. Et de ce fait, ce visionnage peut entraîner des traumas, des difficultés, un choc chez l'enfant et entraîner des difficultés qui pourront avoir des conséquences à court, moyen et long terme. Donc je pense qu'il faut pas perdre de temps sur ces sujets-là. Il faut avancer vraiment rapidement et il faut s'assurer que les enfants ne puissent consulter que des contenus qui soient en adéquation avec leur âge. Alors là, il y a un petit commentaire sur l'analyse de Darian Bileron, que je ne connais pas, mais qui est apparemment intéressante sur le sujet des cours de sécurité à l'école. Par contre, si vous êtes là en train de commenter et que vous avez envie d'intervenir, on vous offre l'accès au live si vous voulez. Donc, si vous voulez vous exprimer, poser plein de questions à Gaël, c'est le moment. On est là, on en pense pour 1 heure. Quels autres sujets il y avait dans le programme? Alors il y a quelqu'un qui me rappelle. Je vais juste réagir rapidement. On a un peu parlé de la sexualité à l'école. Oui, on va pas y revenir. Mais je connais pas Ariane Bileran. Intéressant. On note. Et donc sur les autres points, alors il y a beaucoup d'autres points, oui. Je vais vous en citer quelques-uns. Donc on a des grands thèmes. Donc société, plus de protection de l'enfance, d'égalité et de parité. On a un grand thème sur protection de l'enfance sur les services sociaux. Donc là, c'est un aspect qui est important. On a tout ce qui est relatif à la transition numérique. Donc la transition numérique, c'est quelque chose de fondamental aussi, sur la simplification des procédures, sur l'accès à l'information aussi pour les tiers qui ont devoir d'accéder à l'information. Je pense aux forces de l'ordre, police, gendarmerie, mais aussi à l'école, à l'ASE, etc., que les décisions soient transparentes. Aujourd'hui, on a des parents qui produisent des décisions judiciaires à l'école, en disant, ah, regardez, voilà, mais l'école devra être informée de ça facilement et pas être informée par un parent qui donne tout ou surtout partie des éléments pour discréditer l'autre. Ce qui se voit assez souvent. Donc, quelque part, quand il y a une situation spécifique sur un enfant, il est important que les professionnels de santé qui interviennent pour l'éducation de cet enfant à l'école puissent avoir accès à un minimum d'informations pour être sensibilisés. Voilà. Et après, naturellement, il y a des idées sur la justice familiale et les concepts généraux. Donc, rapidement, je vais revenir sur la numérisation, puisque j'ai commencé à en parler. Et voilà. Donc, l'idée, c'est une suite d'idées qui sont des pistes à explorer pour voir ce qui pourrait être amélioré. Donc, par exemple, un outil web encadré qui permettrait aux parents de réaliser leurs contacts téléphoniques et visio via cette interface. Et cette interface conserverait la date, l'heure et le temps de l'échange. C'est-à-dire qu'actuellement, pourquoi cette décision, pourquoi cette idée? Parce qu'actuellement, on a des parents qui ont une décision qui leur donne droit à des contacts téléphoniques, à des contacts en visio, et que finalement, ils appellent avec leur propre téléphone portable, ils appellent avec leur propre ordinateur, et puis ce contact-là n'est pas respecté dans certains cas, et quand il n'est pas respecté, le tribunal n'a pas d'information sur le non-respect de la décision. Il n'a strictement aucune information. À l'audience suivante, quand elle a lieu, c'est une parole contre une parole. Voilà. Donc, je pense que dans certains cas, il faut que la justice puisse imposer aux parents de passer par une application spécifique. Ça pourra se faire sans dans d'autres cas,
mais dans certains cas, que ça puisse être imposé, qu'à ce moment-là, la justice se donne les moyens de contrôler la bonne application de ses propres décisions. Et il y a plusieurs points en fait qui rejoignent cette idée-là, c'est que quand il y a une décision judiciaire qui est prise, il faut que la justice puisse avoir les moyens de vérifier la bonne application de sa propre décision. C'est quelque chose de fondamental, ça fait partie naturellement d'un système qui est efficient et qui fonctionne correctement. Donc, de la même manière, le suivi de toutes les médiations, dans le même outil, le suivi de toutes les médiations réalisées, qui a été à l'initiative de la médiation, qui en est sorti éventuellement, si c'est le cas, quelles ont été les conclusions, etc. C'est-à-dire là, avoir une historicité de la situation du ou des enfants. Actuellement, on a des procédures qui se suivent, qui ne se ressemblent pas, qui sont pas, des nouvelles procédures ne jugent pas, ne se posent pas la question des anciennes, de ce qui s'est passé jusque-là. Et donc, on prend souvent une situation à un instant donné et aux éléments, au vu des éléments fournis par les parties à ce moment-là, une décision est prise quand ces éléments sont lus. Bon, ben là, ça pose problème parce que la vie de l'enfant, la construction de l'enfant, c'est quelque chose qui se fait dans le temps, dans la durée, et il est important d'intégrer tous les éléments qui ont pu avoir lieu dans la situation et comment la situation s'est mise en place. Et finalement, ce qui est important, c'est qui a fait quoi. Voilà, aussi, c'est important. Alors, il y a souvent un aspect financier dans toutes les démarches, que ce soit à propos de la justice, que ce soit pour le service de la protection de l'enfance. Là, je suis sur une partie des programmes où on parle de diminution effective du coût de la justice. Alors, ça pourrait diminuer le coût pour nous, et peut-être que les personnes qui sont qui exercent leur profession au niveau de la justice demanderaient plus de moyens. C'est pareil, c'est comme je vois assez régulièrement sur notre groupe un sujet à propos du financement de la protection de l'enfance. Il y en a qui disent ouais, ils s'en mettent plein les poches en plaçant des enfants, et d'autres qui sont professionnels au sein de la protection de l'enfance qui disent non, on n'a pas assez de moyens. Et puis en plus, il y a certaines personnes qui prennent trop à cœur leur métier et qui font des burn-out. Alors est-ce que tu peux essayer de nous aider à voir un petit peu plus clair par rapport au programme de la liste? Oui, alors merci Luc. Beaucoup d'éléments différents. Il y a la diminution des coûts des procédures pour l'usager, le justiciable. Il y a les dépenses de justice, et puis il y a les dépenses relatives à l'aide sociale à l'enfance. Donc 3 points. Sur le premier point, le coût des procédures, il est important de voir que actuellement les procédures sont tellement chères que les personnes qui vivent ces situations se retrouvent rapidement complètement exsangues, complètement en difficulté, complètement en difficulté même sur le long terme. Je pense spécifiquement à un dossier là d'une personne, c'est une grand-mère qui est privée de ses petits-enfants, qui a fait toutes les procédures possibles pour essayer de voir ses petits-enfants en empruntant pour payer les avocats. Et aujourd'hui, la décision qui a été prise qui lui donne droit n'a jamais été appliquée, c'est-à-dire que c'est non-présentation d'enfants sur non-présentation d'enfants. Et cette personne-là, aujourd'hui, rembourse ses emprunts et est obligée d'être très vigilante sur ses dépenses au point de faire attention à son alimentation. Donc, on a des situations qui sont à ce point délirantes que elles constituent de fait une violence pour les personnes qui les vivent. Et ça, c'est important de le rappeler. Et je pense que de ce fait, il faut déjà, je pense, réévaluer le seuil pour l'aide juridictionnelle, diminuer le coût potentiel des procédures, c'est-à-dire du coup déjà passer par la déjudiciarisation à chaque fois que cela est possible. Les médiations obligatoires sont un moyen de le faire. Peut-être aussi peut-être avoir des tarifs encadrés minimum. Il y aurait des gens qui seraient un peu comme les médecins. Il y a des gens qui sont à l'encadrement et d'autres qui ne le sont pas. Donc, il y aura peut-être un enregistrement à imaginer. Et puis aussi peut-être avoir des services juridiques associatifs qui puissent aider les personnes sans avoir recours directement à un avocat qui pourrait émettre moult factures. Donc ça, c'est une réflexion à avoir pour voir comment on pourrait rendre l'accès à la justice plus simple et plus accessible pour la majorité de la population dont le revenu moyen ne permet pas de se défendre correctement. Donc c'est vraiment le premier point. Deuxième point, il y a donc le budget de la justice.
On a des points justement sur le budget de la justice, la justice en France est gravement et très largement sous-financée. Et ça, c'est un problème qui est grave et qui est récurrent. Alors, il y a bien sûr des efforts qui ont été faits, notamment récemment, mais on reste encore très en deçà des normes que l'on peut avoir au sein de l'Union européenne. Je vais retrouver le point. Alors, je cherche rapidement sur... C'est toujours la même chose, quand on a un grand programme avec beaucoup de choses d'informations importantes, et ben c'est toujours plus difficile de retrouver l'information au moment où on la cherche. Alors, attendez. C'est la justice. Sur l'ASE, j'en parlerai juste après. Sur l'enfant de services sociaux, j'en parlerai juste après. Numérique, je vous en ai parlé déjà à l'instant. Voilà. Alors, ouais, je vois. Donc là, par exemple, pardon. Vas-y. Donc là, notamment, il y a une question par rapport au nombre de juges, par exemple. Donc c'est en lien direct avec les dépenses. Le nombre de juges pour 100 000 habitants, c'est-à-dire la médiane du nombre de juges pour 100 000 habitants au sein du Conseil de l'Europe, c'est 17,6 juges pour 100 000 habitants. Voilà. Donc en France, on est loin des 17,6, on est à 11,2 juges pour 100 000 habitants. C'est dire le fossé qui existe entre la justice française et la justice des autres pays de l'OCDE. Donc, du Conseil de l'Europe, pardon. Nous, dans la liste, ce qu'on a proposé comme idée, c'est d'imposer, sur une directive européenne qui pourrait imposer à tous les États membres un nombre minimum de juges pour 100 000 habitants qui serait fixé à 15. Donc, on est en dessous de la médiane, 15. Ça veut dire que la France aurait une obligation d'améliorer de 3,8 son nombre de juges pour 100 000 habitants. Et je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant, important, surtout que quand on voit comment peuvent se dérouler les décisions ou les audiences pour la justice familiale. Une audience pour la justice familiale, souvent, c'est 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Et pour avoir lu de nombreuses décisions de personnes qui peuvent être soutenues ou aidées dans nos actions, on se rend compte rapidement que du fait de ce peu de temps pour les audiences, mais qui correspond à un peu de temps pour traiter les dossiers, on se retrouve avec un nombre important de copier-coller et qu'on se retrouve avec des décisions qui parfois sont un peu incohérentes ou parfois même contiennent encore des informations d'autres dossiers. Donc, c'est pour le moins problématique. Et deuxième aspect sur le financement, donc là c'est sur le nombre de juges, mais sur le financement, il se trouve que dans un rapport relatif à la situation de 44 États, la Commission européenne pour l'efficacité de la justice avait rappelé le sous-financement justement global de la justice dans les États de l'Union. Et donc la France consacre actuellement justement 0,21% contre 0,31% en moyenne dans les 44 pays cités. C'est un pourcentage du PIB. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir un taux minimum qui serait de 0,3%, pas du PIB, du budget de l'État. C'est 0,3% du budget de chaque État. Actuellement, la France, on est à 0,21 et donc au sein des pays de la CEJ, 0,31. Donc, juste, voilà, à nouveau, imposer un seuil et dire, c'est une manière de dire, une justice normale, une justice qui fonctionne bien, c'est une justice qui est au minimum financée à ce niveau-là. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important, c'est aussi dire, on peut pas indéfiniment dire aux gens, la justice fonctionne, tout va bien, et puis on la finance à 0,21% du budget, ou on la finance à 0,10% du budget. Donc, évidemment, il y a des contraintes matérielles que les juges connaissent très bien, que les avocats connaissent très bien, et je pense que beaucoup de gens, effectivement, dans ce service-là en souffrent, et c'est aussi pas normal. Voilà. Et des gens qui font un métier en souffrance prennent des décisions qui mettent des gens en souffrance. Je pense que là-dessus, il faut vraiment évoluer assez rapidement. Est-ce qu'on n'a pas un petit paradoxe là ? Un commentaire déjuridiciation si possible, oui. Tout à fait, oui. Dès que c'est possible, c'est important de le faire. Pardon, donc Luc, tu parlais d'un paradoxe, oui. Oui, parce qu'on demande plus de juges et justement une déjuridication du système, de la méthode de séparation. Beaucoup, je pense, demanderaient, parce que là, je vois, c'est Sylvia Laurenceau, il me semble qu'elle
quelle candidate dans la liste et qui on est pas mal à demander plus justement de médiation et de recréer les échanges, la communication entre chaque membre de la famille qui se sépare, plutôt que de passer du temps dans les tribunaux. Donc plus de juges, est-ce qu'il n'y a pas... Sur ce point, très intéressant, sur ce point, il y a deux aspects. C'est-à-dire que beaucoup de situations peuvent sans doute être déjudiciarisées et c'est important de les déjudiciariser. C'est parce qu'il y a un quiproquo, c'est parce qu'il peut y avoir des rancœurs et un médiateur ou une médiatrice spécifiquement formée peut amener chaque parent à un terrain d'entente, peut trouver des solutions, avoir un cahier d'échange parental, voilà. Il y a plein de solutions sont possibles. Et là, effectivement, on peut, je pense, sortir un certain volume de dossiers du judiciaire. Et c'est important. Pour autant, il y aura toujours des situations qui iront devant la justice. Je pense notamment aux situations d'aliénation parentale sévère, où là, effectivement, il y a un des parents qui organise la situation et qui judiciarise à dessein la situation. Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas d'autre choix que d'aller devant la justice. Et à ce moment-là, quand on va devant la justice, il faut que cette justice-là fonctionne. Voilà. Donc, déjudiciariser, c'est diminuer le nombre de dossiers. Donc, c'est bon pour la justice. C'est intéressant. C'est bon pour les parents aussi, tant que c'est possible. C'est notamment en termes financiers. Et puis, c'est bon pour les enfants, puisque si les parents trouvent une solution via une médiation, quoi de mieux, hein. C'est plus simple, c'est plus rapide. Une médiation, c'est 1 mois, 2 mois. Voilà, ça ne doit pas prendre plus. Hein. Au-delà, c'est que les gens sont de mauvaise volonté. Vous vous réunissez autour d'une table, c'est pour les enfants. Soit vous êtes dans l'intérêt des enfants, soit vous n'y êtes pas. Mais on peut trouver des solutions rapidement. Question de bonne volonté. Et donc là, on améliore la situation pour tous les dossiers qui sont déjudiciarisés. On améliore aussi la situation pour la justice familiale qui aura moins de dossiers à traiter, un petit peu moins de dossiers à traiter. Pour autant, la situation de la justice en général et de la justice familiale en particulier est à ce point difficile que, bien évidemment, il faut davantage de juges, davantage de financement pour traiter correctement les dossiers qui sont toujours présentés, qui sont toujours judiciarisés. Voilà, on peut pas tout déjudiciariser. C'est une amélioration de déjudiciariser. Plus on déjudiciarise, mieux ce sera. Pour tous les cas qui ne pourront pas l'être, il faut que la justice fonctionne. Et là, il faut un nombre de juges minimum, parce que avec un nombre de juges minimum, les juges auront enfin le temps, ne serait-ce que de lire les pièces qui ont été ajoutées au dossier entre la dernière audience et la nouvelle. Je vois donc Facebook User dit la justice est malheureusement sous-budgétisée et engorgée. Que faire si un des deux parents saisit la justice avec des mensonges et que la justice après coup est longue démarche, remarque Célan. Alors effectivement, on a parlé sur le live de vendredi de l'aliénation parentale et les parents qui mettent en place ce type d'emprise savent très bien utiliser la justice et surtout sa lenteur. Et je pense que par rapport à ça, justement, l'idée de l'outil numérique qu'on proposait pour numériser les procédures et avoir un accès, une vue d'ensemble, un panorama qui pourra servir même au juge lui-même, c'est aussi de voir qui a fait quoi, qui par exemple a demandé des reports d'audience. Quand vous voyez que dans une procédure, il y a une des parties qui demande toujours des reports d'audience systématiquement et l'autre qui ne demande jamais de report d'audience, c'est aussi symptomatique et c'est quelque chose qui est à identifier et à voir. Aujourd'hui, malheureusement, cette vigilance se fait de la part des juges un peu sur le souvenir qu'ils ont du dossier et sur la vigilance qu'ils peuvent avoir. Et comme on sait, les souvenirs sont pas toujours aussi maintenus, aussi permanents que ce qu'on aimerait qu'ils soient. Surtout quand vous êtes dans des situations de potentiel surmenage, voire de grandes difficultés au travail. La garde alternée reste une bonne alternative pour désengorger les tribunaux. Alors, autre sujet intéressant. Alors, sur la résidence alternée, déjà, c'est un mode de garde qui a prouvé ses bénéfices. Plein d'États l'ont mis en place comme système par défaut. On peut penser à la Belgique, au Canada, etc. Plein d'études montrent que les enfants, même en résidence alternée suite à une séparation, réussissent même mieux que les enfants de parents non séparés. Il ne faut pas se séparer pour autant, hein, mais voilà. Donc, il y a quand même des éléments qui montrent que la résidence alternée est une très bonne chose. Et surtout, mettre un mode de garde par défaut, c'est remplacer le mode de garde par défaut actuel. Or, le mode de garde par défaut actuel, c'est lequel? C'est ce que les juges appellent la garde classique, dite classique. En fait, c'est une garde qui met un des parents à 75% du temps avec l'enfant et l'autre parent à 25% du temps avec l'enfant. Donc, du coup, c'est une garde qui est
par nature inégalitaire, par nature également discriminatoire, parce que quand on regarde les décisions, on se rend compte que très, très massivement, le parent qui a l'enfant 75% du temps, c'est la mère. Alors, sur quel motif? On va dire qu'en gros, dans la population générale, donc, massivement, c'est la mère qui devrait s'occuper de l'enfant. Ça, c'est une vision très passéiste, pour le moins, très 19e siècle, qui attribue à la mère un rôle qui n'est pas forcément son seul rôle, et qui, par la même, attribue aussi au père un rôle. Donc, c'est dire aux femmes, les enfants, c'est vous, donc vous aurez d'enfants 75% du temps, vous aurez moins de temps pour votre carrière professionnelle, vous aurez aussi moins de temps pour votre vie personnelle en tant que personne, et donc on enferme des femmes dans ce stéréotype. De la même manière, très massivement, ce sont les pères qui sont à 25%. Il y a aussi des cas inverses, mais massivement, statistiquement, c'est plus les pères qui ont ça à 25%. Et donc, on signifie au père, la même représentation de très 19e siècle, vous n'êtes pas vraiment un parent. Hein. Vous, votre rôle, c'est de travailler et de ramener de l'argent. C'est pour ça que vous allez payer une pension alimentaire. Et donc, le temps que vous aurez avec vos enfants sera un temps réduit. Vous pourrez jouer avec vos enfants et on vous laisse pas le temps suffisant pour réellement investir votre rôle de parent. Voilà. Donc, on empêche les femmes d'investir un rôle sociétal et un rôle dans leur vie personnelle, et on empêche les pères d'investir un rôle dans la parentalité. Et dans le même temps, au milieu de tout ça, il y a qui? Il y a les enfants, le ou les enfants, et à ces enfants, on tient un discours d'égalité en disant, voilà, les femmes et les hommes sont égaux, les mères et les pères sont égaux, mais on va vous faire vivre dans un monde inégalitaire. Les enfants, ils le voient ça. Et quand au bout d'un moment, de manière répétée, les enfants constatent que le discours n'est pas en adéquation avec les faits, ils intègrent que les faits définissent la règle. Voilà. C'est l'usage, c'est l'habitude qui définit la règle. Et c'est un problème qui est récurrent et qui donc touche à la fois les mères, les pères et les enfants. Et en plus, alors il peut y avoir dire, ah oui, mais il y a des cas, il y a des situations, des fois il y a des situations de violence. Mais en fait, là, on parle simplement de changer le mode de garde par défaut. C'est-à-dire, dans tous les cas où le juge a clairement identifié une situation où les deux parents sont aptes, où les deux parents peuvent être seuls avec l'enfant et s'en occuper, au lieu de faire un temps inégalitaire, on va faire un temps égalitaire. Et il est établi que les deux parents sont aptes. Donc, ça ne changera strictement rien par rapport au traitement des situations d'insécurité ou de danger pour l'enfant, qui naturellement sont traités à part et pour lesquels les juges ont d'autres outils, comme par exemple des contacts en lieu médiatisé. Alors, d'abord, déjà un suivi, les services sociaux peuvent intervenir localement dans la famille. Après, ça peut être des contacts en lieu médiatisé pour un des parents, et puis qui pose un problème. Et puis après, si les deux parents posent problème, ça peut aller jusqu'au placement. Donc voilà, ça touche beaucoup d'aspects. Et d'ailleurs, ça va me permettre de faire la transition vers les services de l'ASE. On avait les 3 points. Donc on revient, donc diminution des coûts de la justice pour le citoyen, pour le justiciable. Les tribunaux eux-mêmes les financer davantage, tout en faisant une déjudiciarisation pour avoir moins de dossiers, mais avec plus de moyens pour traiter mieux les dossiers qui resteront en judiciaire. Et puis enfin, les services sociaux. Alors on entend souvent dire effectivement il faut plus de fonds pour les services sociaux. Personnellement, l'analyse que j'en ai au vu des différents dossiers que j'ai pu voir, c'est pas ce que je pense. Je pense qu'actuellement, les services sociaux sont en difficulté aussi parce que ils sont confrontés à des situations qu'ils traitent, alors peut-être dans l'urgence, peut-être pour des raisons financières, peut-être pour différentes raisons, mais en tout cas, je pense qu'il est important d'évoquer dans ce sujet le reportage qui avait été fait par Envoyé spécial, par 2 fois à 5 ans d'intervalle, dans lesquels les journalistes avaient interviewé Pierre Nave, qui était chargé du contrôle de l'ASE, justement, l'aide sociale à l'enfance, auprès du ministère. Et donc Pierre Nave, le journaliste lui demande, dans le premier reportage, dans le train, le journaliste demande à ce responsable, les familles disent que 50% des placements sont abusifs, qu'en pensez-vous? Et Pierre Nave de répondre que dans 50% des placements, on aurait pu trouver une solution alternative au placement avec une solution alternative. Oui, je suis d'accord. Voilà. Et c'est sa réponse. Et donc, c'est là qu'on voit qu'effectivement, 50% des placements pourraient être évités. Donc déjà, la première chose avant de demander plus de budget, c'est éviter 50% de placements qui ne sont pas nécessaires. Et en plus, ces 50% de placements évités permettraient
de faire des placements qui, eux, sont nécessaires, mais n'ont malheureusement pas été faits. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, en plus, il ne faut pas oublier aussi des situations où les placements se font parfois dans des situations assez graves, où on a vu des personnes dans des hôtels, sans surveillance, avec parfois des conséquences dramatiques, avec des décès. Et je pense qu'on peut avoir un petit moment pour penser à toutes les personnes et toutes les familles qui ont perdu leur enfant. Et je pense que là, il y a un problème de dysfonctionnement plus que de budget. Voilà. Alors, je vais faire un copier-coller d'une partie du programme qui s'appelle Respecter les êtres humains. Je vais le lire en entier parce qu'il est un peu tronqué sur Facebook. Alors, l'hôpital a mis plusieurs siècles avant de prendre en compte la douleur. N'est-il pas temps que l'institution judiciaire et les services sociaux prennent en compte la souffrance des enfants et des parents qui vivent les situations qu'ils gèrent? Intervenir et attaquer des liens enfants-parents est une violence institutionnelle. Il conviendrait de prendre en compte dorénavant la souffrance des enfants et celle des parents concernés. Cette souffrance est aujourd'hui grandement invisibilisée et sert même parfois de motif pour critiquer les parents. Oui, tout à fait. Moi, je vois les personnes qui viennent en permanence à l'association et qui parlent de leur détresse. De leur détresse, mais à un point, c'est d'une très grande violence et je pense que certains juges en ont conscience, mais que globalement, les juges n'en ont pas forcément conscience et l'institution non plus. Et il y a des personnes dont la vie est réellement détruite par la destruction d'un lien fondamental et que cette destruction est une violence qui dure même au-delà des procédures. C'est-à-dire que peut-être que les gens qui font ces procédures vont les oublier. Les personnes qui vivent les situations, elles les vivent toujours. C'est quelque chose qui se fait dans la durée. Et ça, c'est quelque chose qui est important à rappeler. Et je pense qu'effectivement, la violence dans les systèmes judiciaires n'est pas prise en compte. Et même des fois, elle est raillée. C'est-à-dire que j'ai vu des situations où finalement, si vous ne pleurez pas, on vous dit vous êtes insensible. Donc, et pour être parent, il faut être sensible naturellement. Et si vous pleurez, on vous dit vous êtes instable. Et donc, vous ne pouvez pas vous être stable pour s'occuper d'un enfant. Voilà. Et donc, finalement, il y a des personnes qui se retrouvent ou bien victimes ou bien victimes. Et là, en fait, on est confronté à quelque part des discours qui sont des habitudes et dans un milieu social donné et qui malheureusement ne sont pas critiqués, ne sont pas questionnés. C'est quelque chose de très grave, je trouve, et c'est pour ça qu'on a mis ce point qui est important dans notre liste et dans l'idée du programme. Alors, la liste européenne, on va quand même s'afficher à un assez haut niveau, puisqu'on est au niveau de l'Europe. Et là, je prends un point du programme qui parle d'harmonisation. Alors, nous défendons l'idée d'une harmonisation des pratiques par des échanges réguliers entre services judiciaires, la justice familiale, et les services de protection de l'enfance sur les territoires des États membres, mais aussi entre États membres. Et je pense que tu connais bien le sujet. Vas-y, Gaël. Alors oui, tout à fait. En fait, on se rend compte que, alors effectivement, nous ne sommes pas là tous candidates et candidats pour parler de nos sujets personnels, nos situations personnelles. On peut les évoquer comme illustration. Nous sommes plusieurs candidates et candidats dans la liste à avoir des situations qui sont transnationales, c'est-à-dire avec des enfants qui ont été emmenés à l'étranger, voilà, dans un pays de l'Union européenne ou ailleurs ou au-delà. C'est mon cas. Donc ces situations-là, elles nous permettent de voir, de mesurer que effectivement chaque justice nationale a une approche qui lui est propre. Certaines justices vont dire de toute façon on va maintenir l'enfant dans le pays, quel que soit le parent qui a la nationalité du pays, c'est ce parent-là qui aura la garde parce qu'il garantit de maintenir l'enfant dans le pays. Bon, déjà les droits de l'enfant sont plus considérés dans ce cas de figure. D'autres pays, j'ai évoqué le cas de la justice familiale en France, vont davantage donner la garde à un des parents en fonction de son genre, voilà, pour des questions de conservatisme essentiellement, ou pour d'autres raisons qu'on pourrait questionner. L'idée du conservatisme, c'est une réponse. Après, on peut questionner est-ce qu'il y a d'autres explications. Et puis il y a aussi, il faut, au-delà de ces stéréotypes, de ces manières de penser, il peut y avoir des approches qui sont intéressantes et constructives entre dans chaque service. En fait, il y a
des services qui vont avoir par exemple une idée de traiter de telle ou telle manière telle situation ou d'interagir de telle ou telle manière avec l'enfant qui pourrait être bénéfique. S'il y a un service qui a trouvé une bonne idée, pourquoi ne pas avoir des systèmes d'échange entre différents services pour qu'ils puissent échanger leurs pratiques et aussi du coup questionner leur manière de faire leur travail. Et je pense que là, on touche à quelque chose qui est assez récurrent dans les services d'aide sociale. On le voit nous en France avec certains services de l'ASE, pas tous, il y en a qui font bien leur travail, mais avec certains services de l'ASE qui sont totalement en roue libre et qui sont fermés sur eux-mêmes. Et je pense que l'ouverture sur d'autres pratiques, sur d'autres manières de voir, sur d'autres opinions, ne peut être que bénéfique à la manière dont on réalise, dont ces services-là réalisent leur activité, leur travail. Parce que c'est un travail qui touche à la sensibilité, à la construction de l'enfant, et c'est un travail qui est lourd de sens dans les décennies qui vont construire la vie de la personne plus tard, la vie de la personne qui va devenir l'enfant plus tard. Et donc, je pense que pour ça, il faut avoir des services qui soient ouverts, qui soient transparents, qui soient en échange les uns entre les autres, qui puissent accueillir les associations dans des échanges francs et honnêtes, et qui puissent finalement agir de manière beaucoup plus publique et transparente que ce n'est le cas actuellement. Et je pense que cette coopération intérieure à l'Europe ne peut amener que des améliorations. Alors, on a un commentaire aussi. Il est important de bien préciser, alors c'est un de nos colissiers, je ne sais pas si c'est peut-être Stéphane ou Fabien, qui est important de bien préciser que nous ne demandons pas plus de contrôle dans les relations parents-enfants, surtout devant l'incapacité des institutions de la gérer correctement, mais d'automatiser, de déjudiciariser et de laisser les parents remplir leur rôle de parents. Alors effectivement, merci pour la question, pour le rappel. On est actuellement face à des services sociaux, pour certains, toujours pas tous, il y en a qui font bien leur travail, mais pour certains services sociaux, comme j'ai dit, qui sont en roue libre. Et dans ces cas-là, on arrive à avoir des services sociaux qui vont intervenir dans la situation d'une famille et qui vont juger de la capacité d'être parent des personnes. Or, ça n'est pas ce qu'il leur est demandé. On ne sait pas. Alors, les gens qui veulent dire un bon parent, c'est ça, je les laisse à leur définition. Il y a autant de bons parents que de millions de parents qui existent, quoi. Il n'y a pas de définition unique de ce qu'est un bon parent. C'est qu'on ne définit pas un bon parent en faisant une définition. On définit un bon parent parce qu'on sait ce que c'est un mauvais parent. Voilà. Qui présente un danger, un risque, etc., une négligence, une maltraitance, etc. À partir du moment où il y a un respect de l'enfant dans sa construction personnelle et psychologique, dans son devenir, dans son intégrité, voilà. Là, on est confronté à des services sociaux, certains, qui vont juger de comment est traitée la relation avec l'enfant. Est-ce que vous donnez trop d'ordre ou pas assez? Vous devriez pas présenter ça de cette manière-là. Ou... Attendez, est-ce qu'il y a un danger pour l'enfant? Est-ce que l'enfant est mal portant? Est-ce que, enfin, je veux dire, il y a rien. On se retrouve avec des services sociaux qui viennent porter atteinte, dans les faits, à l'autorité parentale, sans avoir ni mandat ni décision de justice pour le faire. Donc là, c'est problématique. C'est problématique. Voilà. Et donc, il y a une question là. Est-ce que vous êtes favorable d'un modèle de guidance parentale au lieu des modèles de contrôle? À mon avis, ça rejoint un petit peu cette idée de privilégier la médiation plutôt que la judiciarisation. Et je pense qu'on est d'accord, c'est plus l'accompagnement qu'on cherche plutôt que le jugement, quoi. Alors, merci pour cette question-là. Je pense qu'effectivement, j'aime bien le terme de guidance parentale. J'aurais utilisé le terme de soutien parental. Mais effectivement, on est dans des services qui se voient comme services de contrôle. Et donc, ils sont dans cette manière de voir. Ils viennent pour contrôler. Et d'ailleurs, j'ai pu voir, moi, dans des situations où justement ils intervenaient, des situations qui étaient assez violentes. Donc, quand on dit à un enfant, de toute façon, c'est soit on est là, soit t'es placé. Dit à un enfant. Bon. Waouh. Bon, je pense que il faut sortir de cette idée du contrôle. Il doit y avoir bien sûr des vérifications de la bonne santé de l'enfant, etc. Mais il peut y avoir des parents qui sont effectivement en difficulté. Ça se conçoit aisément, il n'y a pas de souci.
Et ces parents en difficulté, plutôt que d'être mis sous contrôle, ils doivent être placés au-dessus du soutien. Voilà. C'est voilà. Et donc quelque part, la guidance parentale, ce serait plutôt ça. Ce serait effectivement amener une aide ponctuelle ou plus étalée dans le temps, en coopération avec les parents, pour les aider dans leur parentalité. Pourquoi pas? Voilà, en coopération, en respect, en parlant d'égal à égal. Hein. Là, il y a des choses à faire. Et avec des intervenants, avec des psychologues qui pourront intervenir, des professionnels de la relation enfant-parent. Là, il y a des choses à faire, effectivement. Au contraire de ça, on a des services, pas tous encore, mais il y a des services qui interviennent avec l'idée du contrôle et qui viennent un petit peu, on vient pour révéler un problème, quoi. Donc, on a déjà l'idée qu'il y a un problème avant. Non, pas forcément. Voilà. D'ailleurs, c'est parce qu'il y a un signalement qu'il y a forcément un problème. C'est le problème de toutes les alarmes. Vaut mieux une alarme qui marche trop souvent, hein, et donc dans des cas parfois inappropriés, qu'une alarme qui marche pas le jour où il y a un vrai problème. Les choses sont claires. Donc effectivement, il peut y avoir il y a des signalements qui sont faits. Il est important que les signalements soient faits quand il y a un risque potentiel ou un doute sérieux. Mais pour autant, c'est pas parce qu'il y a signalement qu'il y a forcément quelque chose. Et c'est là au service d'avoir la finesse d'analyse pour arriver, vérifier que tout va bien, et puis identifier est-ce que c'est une difficulté parentale, auquel cas il faut tout de suite peut-être avoir un autre service qui sera chargé du soutien. Voilà, un autre service qui pourra venir en aide, peut-être mettre en contact avec des psychologues, etc., avec l'école, je sais pas, il y a des solutions à chercher. Et puis la situation où effectivement le signalement a été fait à raison, et où là, effectivement, le service va intervenir, identifier les problèmes et éventuellement judiciariser la situation, ce qu'on peut comprendre dans certains cas. Et pour cause, parce qu'il y a des cas pour le moins difficiles. Et tout un spectre. Oui. Mais justement, les services ont tendance à, je pense, malheureusement, dans une culture qui leur est propre, à voir toujours une certaine manière, une certaine situation. Voilà. Et donc, on rejoint l'idée. On revient à l'idée tout à l'heure de. Oui, je pense à comment Claude Almos, qui a écrit des livres très intéressants sur l'éducation des enfants. Et comme elle le dit très bien, déjà, le livre qui vous donne des règles d'éducation des enfants, méfiez-vous-en comme de la peste. Voilà, c'est pas, voilà, il n'y a pas de règles. Voilà, il y a des principes. Voilà. Il y a plein de manières d'élever et d'éduquer son enfant et de lui transmettre plein de choses et de passer de beaux et de bons moments avec cet enfant. Et comme elle le dit très bien, par exemple, un parent qui donne une gifle à un enfant, c'est quelque chose qui ne doit pas exister. D'accord, les choses sont claires. Pour autant, comme elle le dit très bien, l'enfant est en recherche de limites en permanence, il cherche la limite, parce qu'en fait, il a besoin de cette limite pour se construire. Et des fois, il arrive qu'il y a un parent qui, du fait de ce comportement, qui est bénéfique pour l'enfant, se retrouve acculé et ne sache plus quoi faire. Et ce parent est complètement perdu et en perte de repère, désarçonné, et il arrive dans cette situation-là que une gifle soit donnée. Pour autant, c'est un élément qui est ponctuel. Et comme elle le dit très bien, Claude Almos, une gifle ne fait pas d'un parent un parent maltraitant. Si jamais ça a eu lieu, il est important pour le parent en question de revenir avec l'enfant, d'en parler, de s'excuser de ce qui a été fait et d'expliquer pourquoi ça a été fait. Voilà. Un parent maltraitant, c'est un parent qui fait de toute violence, quelle qu'elle soit, un système d'éducation. On ne frappe pas un enfant, c'est une règle générale. Voilà. C'est ça le principe. Et je pense que cette nuance est importante à rappeler. Et merci à Claude Almos et à François Zolto pour ses ouvrages et la révolution qu'elle a apportée, même si elle a été très mal comprise à son époque. Ouais, donc je voulais revenir à un point, on parlait de financement, de justice et protection de l'enfance, et donc il y a une remarque assez intéressante, il dit qu'il est préférable d'aider et de renforcer les familles plutôt que de les décomposer pour ensuite en gérer les conséquences. Cela coûte beaucoup moins cher donc de faire de la prévention, et surtout cela fonctionne beaucoup mieux et pour le bien-être de tous. Alors, entièrement, déjà, je parlais du fascicule qui est remis aux parents lorsqu'il y a une naissance. Et ce fascicule pourrait déjà contenir des éléments relatifs à cet aspect-là, à ce sujet-là.
Et après, effectivement, bah, alors, les familles, des fois, quand elles arrivent devant la justice, elles se sont déjà séparées. Parce qu'en amont, on pourrait avoir une solution pour qu'il y ait moins de séparation, peut-être, je sais pas, mais après, je pense que il faudrait pas non plus tomber dans le ah mais les gens ne font plus d'efforts. Écoutez, on a tous connu une génération ancienne qui, même si ça ne marchait plus, on restait en couple pour les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on mentait aux enfants. On leur faisait croire que. Je pense que pour un enfant, le meilleur des systèmes, c'est le système dans lequel on ne lui ment pas. Voilà. Donc quand ça ne marche plus, on va pas se mentir, ça ne marche plus. Par contre, c'est pas parce que ça marche plus que le couple conjugal s'arrête, d'accord, se termine. On est honnête avec ça. Par contre, le couple parental, il demeure. Et ce couple parental, il donne des obligations, des devoirs. Et il oblige, d'un point de vue vraiment moral, hein, il oblige chaque parent à discuter avec l'autre au-delà des griefs, au-delà des rancœurs. Hein, on met un petit mouchoir sur tout ça pour échanger dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Et là, je prends toute la profondeur de l'intérêt supérieur de l'enfant, loin des usages qui peuvent être faits dans la justice de ces termes-là. Et on trouve une solution. Voilà, ça c'est important. Et là, à ce moment-là, on pourrait imaginer qu'il y ait des soutiens. Avant que ce soit judiciarisé, lors des séparations, peut-être des services qui viennent ou un numéro, hein, aide séparation, peut-être, on pourrait imaginer. Mais peut-être il y a un soutien à imaginer à ce moment-là, effectivement, pour que les choses se passent mieux globalement. Avec des personnes qui soient formées, bien sûr, spécifiquement. Alors, entre-temps, beaucoup de commentaires se sont passés. J'en ai vu un avec un smiley qui pleurait. Et je n'ai pas eu le temps de le lire. Alors, je ne sais pas si Luc, tu peux voir l'historique, je sais pas. Mais en tout cas, oui, il faut un soutien aux séparations, une aide aux familles, et c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas oublier que, voilà, on est la liste défendre les enfants, il y a toujours l'enfant au cœur, il y a des situations, des contextes, et ce ne sont pas des dossiers. Ce ne sont pas des dossiers. Ouais, donc on rappelle, bon, le programme se trouve donc sur le lien que j'ai affiché là, mais sinon vous pouvez taper défendre les 30 enfants.fr et retrouver donc retomber sur la même page et vous allez avoir toutes des plaquettes et des affiches à imprimer et nous faire connaître et puis faire connaître le programme. Et donc on vous encourage tous à diffuser nos idées et nous faire connaître. Et après, je ne sais pas si vous avez encore des questions à poser, c'est le moment. Là, on a fait 1 heure de live. Je ne sais pas si tu as d'autres idées à émettre. Vas-y, Gaël. Alors, est-ce qu'il y a d'autres idées, d'autres points? On a parlé du financement de la justice intéressant, des échanges, éventuellement un Conseil européen d'harmonisation, effectivement. On peut aussi penser à questionner la formation des juges. On n'a pas beaucoup parlé de l'École nationale de la magistrature, mais c'est aussi les programmes de l'École nationale de la magistrature, je pense, devraient être plus ouverts, notamment sur le monde universitaire. Et puis, il devrait aussi faire intervenir des associations de justiciables pour échanger, participer sur les personnes qui prendront les décisions demain. Et là, c'est important, c'est intéressant parce que on pourrait dire, mais c'est pour votre dossier. Non, non, les procédures elles sont terminées. Elles sont, voilà. Moi, actuellement, je suis actif dans un mouvement de plusieurs associations. Je n'ai actuellement strictement aucune procédure en cours. Voilà. C'est du passé, ces procédures. Voilà. On est là pour défendre les enfants. J'ai entendu plusieurs fois des personnes dire, je ne sais pas si on arrivera à sauver nos enfants, mais le principal, c'est qu'on sauve des enfants. Voilà. Et il faut avoir une vigilance, il faut avoir une écoute, une attention vis-à-vis de tous les enfants qui peuvent vivre des situations qui sont anormales. Et la vigilance, elle est de mise, elle est fondamentale. Donc, qu'est-ce qu'il y avait des formations donc spécifiques, voilà. Alors, clarifier les rôles, effectivement, et des fois, les services, notamment services sociaux, mais pas que, peuvent prendre là la décision du JAF, là la position du JDE, et donc le respect de l'article 373.2.6 du Code civil et sa jurisprudence mériterait d'être appliquée. Une rédaction améliorée des décisions judiciaires, ça c'est un point voilà, qu'on a dans le programme qui est important. C'est intéressant, moi j'ai eu des procédures judiciaires qui étaient à l'étranger. Dans le cadre de mon association, l'association dont je suis le président, droit du parent et de l'enfant, je lis des décisions judiciaires françaises. Et je me rends compte que le phrasé,
du droit, le phrasé de ce monde judiciaire, et je pense pas forcément adapté à la problématique de l'enfance, et en plus source de confusion. Quand on voit une des parties dit voilà, un paragraphe, deux paragraphes, apporter les pièces, l'autre partie dit il y a un paragraphe, deux paragraphes, voilà, avec des pièces qui sont citées, etc. Et puis après, encore du texte après ce qu'on dit les deux parties. En fait, ça crée une confusion. Puisque en fait, ce qui est dit par les parties dans ces blocs n'est pas distingué des pièces et des éléments factuels qui sont rapportés. Et normalement, je pense que il devrait y avoir, et nous pensons, on l'a mis dans le programme pour ça, il devrait y avoir, un peu comme dans la presse, un traitement très précis de ce qui est une parole, d'accord, et de ce qui est un fait. C'est fondamental. Parce qu'après, au bout d'un moment, il y a une sorte de confusion. Et quand vous lisez des décisions, certaines décisions, vous ne connaissez pas la situation, vous lisez la décision, combien de fois je me suis dit, mais en fait, quelle est la situation? Quelle est la situation? C'est qui dit quoi? Voilà. Et donc, je pense qu'il faudrait que la manière de rédiger les décisions soit peut-être simplifiée et dise, ben voilà, une partie dit que, deux points, ouvrez les guillemets, italique, comme dans la presse. La fin de la citation, fermez les guillemets, écriture non italique. Voilà, déjà, ça. On identifie les citations. C'est voilà, quelque chose d'important. Et de la même manière, ça va de pair avec, je sais que certains avocats ont dit, si on faisait rentrer la presse dans les tribunaux, ça changerait tout de suite le comportement de la justice. Et ça l'améliorerait. Voilà, bon. On va peut-être pas faire rentrer la presse. On va pouvoir la faire rentrer. Mais en tout cas, déjà, nous, on défend l'idée de pouvoir enregistrer les audiences et que du coup, les parties qui vont être participantes pourront demander les enregistrements et citer les enregistrements. C'est qu'au bout d'un moment, on sort de qu'est-ce qui a été noté ou pas noté, on revient dans le réel. On revient dans le réel. Ce qui s'est dit réellement, qu'est-ce qui a été dit, qui a fait quoi. Et ça, c'est fondamental. On peut pas se permettre d'avoir des systèmes qui sont un peu légers sur qui a fait quoi ou qui a dit quoi, sachant qu'il y a un ou plusieurs enfants au milieu du sujet. Je pense que c'est fondamental. Et c'est pour ça qu'aussi qu'on a mis un point sur l'enregistrement des audiences et aussi la possibilité éventuellement de faire venir, intervenir à la demande des parties, des journalistes si besoin était. Il y a beaucoup de points dans le programme. J'invite vraiment les gens à le lire. On a fait un énorme travail. C'est assez complet. On a fait un grand tour du sujet et c'est intéressant. On a de bons retours. Il y a sur le site quelques associations qui sont citées, mais je crois qu'il y en a beaucoup plus dans la liste en fait. Donc, il y a l'association Droits du parent et de l'enfant, il y a l'association Racines d'enfants, il y a Mamie, Papy, Chagrin, il y a Équité parentale, et je crois que tu étais en relation avec Jean-Luc Raymond tout à l'heure. Lui, c'est Papa un jour, Papa toujours. Et il y a d'autres associations, donc je vous invite à faire connaissance avec tout le monde sur le groupe des Européennes avec la liste Défendre des enfants. Est-ce qu'on a d'autres questions? Si on a d'autres questions, peut-être, oui. Après, on aura d'autres lives. On en prévoit de manière régulière, donc on en aura d'autres. Pas avec moi de temps en temps, avec d'autres intervenants, d'autres personnes, comme ça a déjà été le cas. Donc, il y aura d'autres lives. Pas d'inquiétude. Oui, alors le prochain live, c'est dans une semaine. Alors, je vous donnerai la date exacte. Je ne l'ai pas en tête, mais je pense que c'est le dimanche, un petit peu vers 15h, comme ici, ou un lundi soir. Et donc, surveillez bien les... Attendez, je vais vous trouver ça. Je vais regarder aussi. Ouais. Eh ben non, j'ai pas l'info là sous les yeux, mais c'est pas grave. Je vous invite à bien surveiller. On est le 10 mars. Et 17 mars, Alexandre à 15h. Merci Stéphane qui m'a envoyé. Et donc, c'est dimanche prochain. À 15h. Alexandre, qui est le président de l'association Racines d'enfants. C'est
une association qui s'est créée après la marche pour l'égalité parentale. Il y avait une première marche Marseille-Paris en 2021, je crois, et une deuxième marche Paris-Strasbourg en 2022. Et donc, à l'issue de cette deuxième marche, à laquelle Alexandre a participé et moi également, c'est une aventure assez incroyable et super. L'association Racines d'enfants a été créée et Alexandre, qui interviendra donc la semaine prochaine, on est le président aujourd'hui. Donc, j'ai un rappel de Stéphane qui me dit « Pensez à faire des comités de soutien dans tous les départements, faites appel aux personnalités, faites-nous connaître, partagez autour de vous, n'arrêtez pas d'en parler jusqu'au 9 juin, puis là, on mettra les bulletins et on fera gagner les enfants pour l'Europe. » Voilà, merci pour tous ceux qui ont suivi ce live et on vous dit bonne fin de week-end. Au revoir. Bonne fin de week-end à tous, merci beaucoup. Au revoir.